Titre de notre édition, la remise des képis aux jeunes engagés au Moulin de l'Anglade, l'inauguration du bureau d'aide aux victimes, la première soirée de la Prima Fresca, c'était hier soir, le salon du chocolat, du sport aussi avec le HBCN et le Nîmes Olympique. Et nous commençons ce journal qui vous est présenté ce soir par Philippe Reg, par deux brèves, celle d'une alerte à l'enlèvement et des cartels de la Feria de Pentecôte, Philippe. Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, fait de société pour commencer cette édition, les services de police ont émis une alerte à enlèvement. En effet, ce jour du vendredi 20 mars 2009 à 11h50, une petite fille prénommée Élise a été enlevée à Arles. Les services de recherche de la police privilégient la piste intrafamiliale. En effet, la mère de l'enfant, Irina Delenkaya, aurait été aperçue en compagnie de deux hommes sur les lieux de l'enlèvement. Dans l'après-midi, la gendarmerie aurait repéré sur l'autoroute d'Arles à Nîmes une voiture Renault Modus de location immatriculée 399 ABD 76 occupée par la mère de l'enfant. Pour ce qui est donc du Mundi qui s'agite avec l'annonce des cartels de Pentecôte en mairie de Nîmes, c'est confirmé, ça sera le jeudi 26 mars prochain. Toutes les figuras sont annoncées pour cette feria dans l'amphithéâtre nîmois. Un doute demeure juste quant à la participation de Morante et de la Puebla, qui seraient présents à Pentecôte ou au Vendange. Le mercredi devrait être lidié par des taureaux de Mur, sera lidié, on a eu confirmation, par des taureaux de Mur, et José Thomas sera bien présent le vendredi 29 mai dans l'amphithéâtre. Bonne affaire à suivre donc. Et nous avons reçu en toute dernière minute, Frédéric, une information confirmée celle-là aussi, avec pour le dimanche 31 mai, le novillero espagnol Miguel Tandero prendra son alternative des mains d'Enrique Ponce dans les arènes nîmoises, grand triomphateur de la dernière temporada espagnole en tant que novillero. Eh bien, Miguel Tandero sera sacré matador de toros pour cette feria de Pentecôte. On continue avec la fête et la Prima Fresca. Nous sommes dans la feria, nous allons y rester. Elle a le vent en poupe depuis l'annulation de la feria du printemps. La Prima Fresca anime le centre-ville de Nîmes jusqu'au dimanche 22 mars 2009. Vernissage d'exposition, élection de Miss et Mister Fresque, concours de boules, atelier de dessin, grillade partie. Tout est réuni pour un week-end de fête du côté de la rue Fresque. Alors si l'étymologie du nom de cette rue nîmoise fait allusion à la fraîcheur, nul doute que l'ambiance y sera des plus chaudes. Un moyen de rompre avec l'hiver qui s'en va et un reportage festif, le premier de l'année, signé Nicolas Pinchino. Quatrième du nom, la Prima Fresca est de retour du 19 au 22 mars. C'est un week-end de feria lancé par les commerçants et les habitants de la rue Fresque pour fêter l'arrivée du printemps. On avait organisé ça la première année avec mon père et Jean Thibault et sa sœur, tout ça. Et puis voilà, là, chaque année ça se refait et c'est toujours sympa de venir boire un coup ici et voilà quoi. Chaque année on essaye de trouver de nouvelles idées, de garder les bonnes idées comme le concours de boules ou la paella géante. Et on a le temps qui est avec nous et on espère que ça va rester comme ça. Le but c'est quoi? C'est un week-end festif avant tout, c'est la feria? Ah oui, le but c'est un peu une mise en jambe avant la feria de Pentecôte. Et puis surtout, faire une petite parenthèse avec ces longs mois d'hiver qui séparent les deux ferias de septembre et celle de Pentecôte. J'ai marqué sortie de crise, sortie IES. C'est pour montrer que il y a des difficultés pour tout le monde, bien sûr, mais qu'on peut continuer à vivre en combattant un temps plus ou moins optimiste. La vie continue, il faut continuer à vivre, voilà. Ça va pas changer le monde, il a trop tourné sans nous. C'est la Prima Fresca, on se la met, c'est fait pour ça, il y a 3 jours prévus pour ça, on se la met. C'est dans la rue, ça se passe.
Des images de bon augure pour ce week-end festif à Nîmes. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de la Confédération des syndicats Force ouvrière, était présent à Nîmes ce vendredi 29 mars 2009. Alain Bellon est allé à sa rencontre et a recueilli ses propos concernant les manifestations qui se sont produites dans les grandes villes de France pour la journée d'hier, jeudi 19 mars 2009. Il y a eu plus de monde hier d'ailleurs qu'il n'y en avait eu en janvier sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire qu'il y a une détermination des salariés, y compris dans une période de crise. C'est ça qui est important de voir. Alors effectivement, le gouvernement pour le moment ne veut pas répondre, il botte en touche d'une certaine manière. Donc il faut maintenir une pression sur le gouvernement et le patronat. Il y a eu une intersyndicale ce matin qui a dressé des pistes, parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi, on ne veut pas appeler tous les 3 semaines les salariés à ce type d'action, mais en même temps, il faut marquer précisément le terrain dans les semaines à venir. On se reverra l'ensemble des syndicats le 30 mars, mais d'ores et déjà, moi je le dis, pour Force ouvrière, nous soutiendrons partout les salariés qui, dans leurs entreprises, avec leurs syndicats, ont des difficultés, sont en lutte pour sauver leurs emplois. Ce que les gens n'acceptent pas à juste titre, c'est qu'ils ne sont pas responsables de cette crise. Et c'est eux qui sont en train de morfler. C'est eux qui sont les victimes de cette crise. Et ça, ils ne l'acceptent pas. Il y a un très fort sentiment d'injustice sociale qui s'est développé. J'ai croisé avec le ministre du Travail sur une radio, je lui ai dit, c'est maintenant qu'il faut répondre aux revendications. Écoutez, c'est pas très compliqué, je vais en citer 3. Il n'y a pas que 3, mais je vais en citer 3. Une augmentation significative du SMIC, qui permet ensuite de renégocier. Obliger toute entreprise qui perçoit une aide publique à s'engager sur l'emploi. L'entreprise ne veut pas, elle n'a pas d'aide. Troisièmement, s'agissant du service public, il faut mettre la pédale douce sur les suppressions d'effectifs. Quand on supprime des emplois dans le public, c'est des jeunes qui ne trouvent pas de boulot. Voilà, 3 idées qui sont de la responsabilité du gouvernement. Alors à lui de décider et avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, Frédéric, oui, nous allons faire un petit tour du côté du tribunal de grande instance. Oui, c'était l'inauguration du bureau d'aide aux victimes. Du bureau d'aide aux victimes, c'est aujourd'hui effectivement, vendredi 20 mars 2009, par convention qu'a été officialisée la création d'un bureau d'aide aux victimes au tribunal de grande instance de Nîmes. Il s'agit là d'un lieu unique où les victimes d'infractions pénales bénéficieront d'une information rapide et fiable sur les dossiers les concernant. Les explications nécessaires d'Olivier Michel. Renseigner, orienter et accompagner les victimes d'infractions pénales, tel est le rôle du bureau d'aide aux victimes. Mis en place à titre expérimental depuis décembre 2008 dans 13 tribunaux de grande instance en France, ce bureau officialise un dispositif existant à Nîmes depuis 2003. On donne une dimension plus importante et ça devient presque, j'allais dire, comme un vrai service qui est complètement englobé dans une cohérence qui est la prise en charge de la victime à tous les niveaux, puisque le bureau d'aide aux victimes, au sein du tribunal, est en lien évidemment direct avec le parquet, le procureur de la République, mais également aussi avec le juge délégué aux victimes. Et tout ça s'inscrit donc dans une cohérence. C'est un service public, hein, en quelque sorte. Du dépôt de plainte à l'éventuelle indemnisation, en passant par la constitution du dossier et le jugement, le bureau d'aide aux victimes peut intervenir à tous les stades d'une procédure. Une prise en charge des victimes qui peut également être psychologique et qui a été confiée à l'AGAVIP, association gardoise d'aide aux victimes d'infractions pénales. C'est là notre rôle et c'est là notre mission, c'est d'aider au maximum les victimes qui se trouvent être, comme je vous le rappelle, souvent au-delà de l'aspect matériel, mais ce côté de désarroi où les gens ont besoin quelque part de venir exprimer quelquefois leur colère, c'est vrai, mais aussi de savoir comment et dans quelles conditions elles peuvent se reconstituer. Et je crois que ce qui est important, c'est cet aspect justement humain et c'est, je crois, notre rôle à nous, associations, d'apporter cette dimension humaine que quelquefois l'institution judiciaire ou, je dirais, les institutions régaliennes n'ont pas le temps, je dirais, d'apporter. Implanté au sein même du palais de justice, dans un local de la salle des pas perdus, le bureau d'aide aux victimes est ouvert de 9h à midi et de 13h à 17h. Nous retournons maintenant, Philippe, vers Jean-Claude Mailly pour des raisons bien précises. Oui, il était le personnage politique, la personnalité politique a évoqué aussi les raisons de sa venue dans la capitale gardoise, puisqu'il assistait au 21e congrès transport et logistique. On l'écoute toujours au micro d'Alain Bellon.
effectivement, ils sont notamment, par exemple, si je prends le transport de marchandises et le transport routier de marchandises, ils sont directement impactés par la crise. Il y a des suppressions d'emplois dans des petites entreprises. On n'en parle pas beaucoup parce que ce sont des petites entreprises. Et quand le commerce chute, le trafic chute, eh ben eux, ils sont directement impactés. Donc, eux, avec les autres salariés du privé, avec les salariés du public, il va falloir se serrer les coudes et développer les syndicats pour pouvoir répondre à cette crise. Et c'est la fin de l'année scolaire, notamment pour l'année scolaire, pas pour les étudiants, mais pour les militaires, par exemple, ou bientôt les policiers, n'est-ce pas, Philippe? Pour certains militaires, nous allons évoquer le 4e Wehrmacht qui était initialement implanté à Fontainebleau, où il était le seul régiment de soutien de l'ex-force rapide, la FAR. Le 4e régiment du matériel, exactement, c'est la signification du sigle Wehrmacht, est un régiment jeune créé en 1985. Depuis le 1er juillet 1999, il a rejoint la garnison de Nîmes. Il est subordonné au général commandant la 2e brigade logistique de Sourges, c'est en Gironde. Sa devise est « servir sans subir ». Eh bien, c'est sur le terre-plein du Moulin de Langlade qu'a eu lieu la cérémonie de remise des képis aux engagés volontaires arrivés en fin de formation, des engagés volontaires de ce 4e régiment du matériel de l'armée de terre. Une occasion était offerte au maire de Langlade, René Abric, d'accueillir cette cérémonie, puisque la remise des képis s'accompagnait du départ à la retraite d'un colonel natif de Langlade. Un reportage exécuté la main sur le fil du pantalon par Alain Bonnet. C'est au Moulin de Langlade que le 4e Wehrmacht, à l'invitation de monsieur le maire René Abric, organisait ce jeudi 19 mars une remise de képis aux jeunes engagés en présence des autorités civiles et militaires. D'abord, il y a une petite complicité avec le 4e Wehrmacht. C'est vrai que depuis très longtemps, on travaille ensemble. Moi, je suis ancien militaire, comme vous le savez. Et puis aussi également parce que le colonel Zamora est originaire de Langlade. Donc, le colonel Janvier, que je connais depuis très longtemps, et j'ai une pensée aujourd'hui pour son papa aussi et ses parents. Donc, on souhaitait venir le faire à Langlade. C'est avec grand plaisir que nous avons accepté. Cette manifestation traditionnelle représentait pour les 22 jeunes engagés la fin de leur stage et le début de leur carrière militaire. Écoutez, ça me fait chaud au cœur, surtout qu'aujourd'hui, non seulement ça symbolise la fin de leur formation, le début de leur intégration, si vous voulez, dans la communauté du régiment, dans les unités élémentaires du régiment, mais en plus, ça a été l'occasion pour moi de dire au revoir à un jeune VAT que j'avais accueilli quand j'étais jeune officier à Nîmes. Vocation, passion, respect des valeurs, autant de facteurs qui décident aujourd'hui un jeune à s'engager militairement. On va dire que ça concrétise la fin de la FGI, de la formation. Et voilà, je suis content, parce qu'on a bien souffert pour l'avoir. Je vais faire mécanicien en fait. Poids lourd dans tout engin, blindé et tout autre. Cette cérémonie était en ce jour également l'occasion de fêter 2 départs en retraite, dont le colonel Zamora, l'angladois d'origine. 28 ans passés au service de la France et au service de l'armée de terre en particulier, ça marque, ça laisse de très très bons souvenirs. Et puis bon, il faut tourner la page, j'ai fait un choix volontairement de partir. Donc voilà, mais c'est vrai que ça va marquer. Après les discours d'usage, un pot de l'amitié clôturait cette fin d'après-midi que M. René Abric, maire de Langlade, avait voulu pleine de solennité, mais conviviale avant tout. Ouvrons maintenant notre page sportive avec la Ligue 2 à Nîmes et le National avec Arles, Philippe. Nous n'en avons pas l'air, Frédéric, mais nous sommes de grands sportifs, en tout cas derrière la chaise, c'est sûr. En Ligue 2 de football, effectivement, les Nîmois vont rencontrer Amiens, le 14e de la division, dans une poignée de minutes. Un match qui compte pour la 28e journée du championnat de France de Ligue 2 de football. Les Gardois sont désormais condamnés à l'exploit s'ils veulent assurer leur maintien en Ligue 2. Composition de l'équipe retenue par Jean-Michel Cavalli, l'entraîneur nîmois. Pour cette rencontre, Nicolas Pudebois est dans les buts. La ligne arrière est composée de Liron, Zarabi, Poulain et Bayo. En milieu de terrain, on retrouve Echergui, Keita, Ichalalen, Mostefa. Et devant aux avant-postes, Mandriki et Haïté. Sur le banc, donc, Robert Malm, Michael Coloredo. Il y aura aussi Paul Maisonneuve et il y aura aussi Romégous sur le banc des remplaçants. Voilà pour la constitution du groupe de l'équipe retenu par l'entraîneur nîmois pour disputer cette rencontre. Démarrage à 20h, donc dans quelques instants. Et puis nous passons au national, à la division nationale, avec nos amis arlésiens, dont nous suivons quand même le périple avec beaucoup d'intérêt. L'AC Arles reçoit ce soir au stade Fernand Fournier le 3e
qui a 48 points, donc Arles qui reçoit le 8e qui n'a que 37 points. En longtemps que la malchance est encore de mise sur la pelouse de l'AC Arles, puisqu'après Germany et Oliveras absents jusqu'à la fin de la saison, Corrèze suspendu 6 mois, Balaiguë et Epsom absents jusqu'au 4 avril prochain. Suite à leur blessure, c'est Koulibaly qui déclare forfait pour une déchirure à la cuisse, et Poirier aussi est incertain. Donc beaucoup d'absents. Alors au vu de cette liste d'absents, Michel Estevan hésite tout de même à faire jouer certains blessés légers, mais c'est vrai que c'est un match capital pour la montée. Du côté sétois, c'est guère mieux. Une victoire arlésienne permettrait à l'équipe de Michel Estevan de décramponner son suivant, le 4e du national, en l'occurrence l'équipe de Cannes qui a 40 points, soit 8 points de moins que les Arlésiens. Voilà l'ambiance qui entoure ce match. Petit rappel, coup d'envoi aussi à 20h dans quelques instants, et nous y sommes aussi. Nous allons continuer avec du handball, Frédéric. Il est HBCN. Eh oui, le handball cercle Nîmes, c'est un groupe de 14 joueuses qui finalement partira à Dijon ce dimanche 22 mars pour disputer le match retour du 8e de finale de la Challenge Cup. Les Nîmoises l'avaient emporté le match aller 27-21 le 13 mars dernier. Pour pallier les absences de Julie Goyorani et Madalina Simulé, certaines joueuses de National 1 ayant participé à la rencontre face à Fleury-les-Aubrais le 18 mars 2009 seront du voyage. La seule incertitude concerne en fait encore à cette heure l'internationale congolaise Gisèle Dongué, dont nous ne sommes pas sûrs de la participation à cette rencontre. Voilà pour le handball, nous passons à l'Ovalis en transition. Le rugby club Nîmes-Gard, pour sa part, rencontre Sorgue au stade de Nicolas Kaufmann ce dimanche 22 mars à 15h. Nîmes, première égalité de points avec Monteux, rencontre la lanterne rouge de la Fédérale 2, une équipe de plus qui vise la montée en division supérieure. Et puis nous allons terminer avec l'Amical Nîmes Volleyball qui compte un match de retard par rapport à son dauphin de National 3 Mougins. Eh bien, les filles du président Véziné, virtuellement premières de la poule, rencontreront les Maralpines à Gaston-Lessus ce dimanche 22 mars à 15h. Un dernier obstacle à franchir avant d'évoquer l'accession en National 2, dans un match important pour les coéquipières de Krasimira Lisanti. Et puis nous allons terminer avec de la natation. À la piscine Nemosa, il me semble. À Nemosa, effectivement, Frédéric. C'est la 3e compétition de haut niveau qui a commencé aujourd'hui au centre nautique de Nîmes ce vendredi 20 mars et qui durera jusqu'au dimanche 22 mars prochain. Le circuit interrégional de natation de Nîmes accueille d'une part des nageurs de niveau international qui viennent parfaire leur technique et peaufiner leur performance avant les grands rendez-vous de la saison. Mais cette compétition voit aussi la participation de nageurs moins capés qui viennent là pour tenter de s'inscrire dans le championnat de France de natation. Un reportage de nos spécialistes en la matière, Arnaud Rondan et Nicolas Dombre. Plus de 800 nageurs se sont réunis à Nîmes ce week-end. Le magnifique centre nautique de Nemosa accueille le dernier meeting interrégional de la saison. L'occasion pour les meilleurs nageurs de faire leur dernier réglage avant les grandes échéances. Je suis venu terminer ma préparation des championnats d'Espagne qui sont dans 3 semaines. L'objectif pour moi, c'est les championnats du monde de Rome qui sont fin juillet, début août. Et je pense qu'un podium sur 50 mètres et 100 mètres papillon, c'est accessible. Les championnats du monde pour les uns et pour les autres, le meeting constituera la dernière chance de se qualifier au championnat de France. Côté accueil, les Nîmois n'ont pas fait les choses à moitié et ne comptent pas s'arrêter là. C'est l'organisateur, c'est la région. Nous, on est simplement les co-organisateurs puisque c'est nous qui recevons dans cette piscine, dans notre ville. Et donc c'est un meeting qui est le dernier circuit interrégional et avec des nageurs de niveau national qui est qualificatif pour les compétitions nationales. C'est pour ça qu'on a beaucoup de monde, 900 nageurs qui viennent un peu de partout, Chalon, Dijon, Toulouse, parce qu'ils savent qu'ici ils sont bien reçus, qu'il y a une belle installation, donc ils viennent dans les meilleures conditions possibles pour faire des performances. Ben, on se rôde avec cette nouvelle piscine qui nous donne beaucoup d'avantages, donc on se rôde, les gens sont contents, on essaie de bien les accueillir et j'espère que peut-être le futur, ça sera les champions de France, mais National 1, j'espère. À chaque événement, l'organisation nîmoise a séduit, alors pourquoi pas un jour faire le plongeon dans le grand bain. Et nous finissons en douceur avec des arômes de cacao, Philippe. Effectivement, le chocolat qui est passé par l'Espagne et l'Italie avant d'arriver en France en 1615 avec le mariage d'Anne d'Autriche, fille de Philippe III d'Espagne avec Louis XIII.
La nouvelle reine de France a fait partager rapidement son goût pour le chocolat à toute la cour et au clergé. Et on raconte que les premiers spécialistes en chocolaterie furent les moines. Le clergé avait un goût délicat et s'entendait mieux que les militaires aux préparations culinaires. L'industrie du chocolat s'est rapidement propagée dans l'Europe entière à l'aube du 19e siècle. Voilà l'histoire résumée, très résumée, du début du chocolat dans notre monde qui tient un salon ce week-end à Nîmes depuis aujourd'hui, donc vendredi 20 mars et pendant les 2 jours restants, samedi 21 et dimanche 22 mars. Les détails avec notre journaliste gourmet Alain Bonnet. Lorsque les Mayas et les Aztèques ont découvert le cacao, ils ne se doutaient pas qu'un jour, son dérivé, le chocolat, tiendrait salon. C'est pourtant le cas pour ce premier salon qui se tient au Parc des Expositions de Nîmes durant 3 jours. Ici, c'est vraiment l'artisanat qui est mis en avant, le métier de maître chocolatier ou chocolatier, bien sûr. Et bien sûr, donc toutes les démonstrations, les ateliers pour apprendre à confectionner des chocolats ou des mendiants, ce qu'on appelle des mendiants, des petits chocolats. Le CFA de Nîmes nous fait l'honneur d'être présent sur le salon en présentant des pièces en chocolat. Donc on a 3 catégories. On a les CAP, les BTM première année, les BTM deuxième année. Le chocolat sous toutes ses formes pour mieux vous séduire vous attend tout au long des allées. Ici, on immortalise des saucissons au chocolat et là, on déguste un vin au chocolat ou comment faire le chocolat de nos grands-mères. Je vends donc des petits bâtonnets comme ça de chocolat qui sont destinés à faire du chocolat chaud, qu'on plonge dans le lait chaud, on remue et ça fond dans le lait. Et donc ça vous faites vous-même votre chocolat chaud à l'ancienne. Plusieurs thématiques sont proposées durant ce salon, sans oublier les animations pour grands et petits. Et dans un décor exotique, vous découvrirez les origines du chocolat qui a traversé les âges, apprécié de tous. Les chocolatiers utilisent avec talent un produit merveilleux qui est le cacao, mais peu de gens savent d'où vient le chocolat et quelle est l'origine, dans quel pays ou dans quelle zone de la planète il est produit, que c'est un fruit d'abord qui s'appelle la cabosse, à quoi la cabosse ressemble, et toute l'histoire de ce merveilleux fruit entre l'arbre jusqu'à son arrivée dans le palais des gourmets. Beaucoup de monde pour ce premier jour de ce salon qui saura mettre en éveil tous vos sens gustatifs, visuels et olfactifs pour cette merveilleuse douceur à déguster sans modération. Attention, dimanche soir, fermeture des portes. Voilà, je n'ai qu'une chose à dire, vive le chocolat. Et Philippe, allez les crocos. Voilà, allez, les dans crocos. quelques minutes. Merci de votre attention, à moins que vous ayez, Philippe, d'autres informations. C'est terminé pour l'info, Frédéric. Merci Philippe, merci de votre fidélité. Passez un excellent week-end sur notre chaîne. Et à 21h, votre soirée humour. À lundi, au revoir.